Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de cette série sur la linguistique pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Cet épisode est consacré aux résultats pertinents de la linguistique de corpus, notamment à l'importance des unités multilexicales. Tout d'abord, je vous présente la structure de cet épisode. D'abord, nous allons définir les unités multilexicales qui sont le noyau de vocabulaire. J'espère qu'à la fin de cet épisode, vous serez aussi convaincu de la vérité de cette phrase. Nous allons voir pourquoi ces unités multilexicales sont importantes dans le contexte pédagogique et aussi le principe de la co-sélection, donc l'importance de ces unités multilexicales pour un message non ambigu. Et nous allons prendre aussi quelques exemples pour illustrer nos propos, notamment l'expression anglaise strong point et l'équivalent français point fort, qui est équivalent, mais peut-être un peu entre guillemets, de cette expression, car l'usage, comme nous allons le voir, est un peu différent. Et aussi le verbe anglais cause sera un exemple que nous avons pris pour se rendre compte de l'importance de ces unités multilexicales. Bien évidemment, nous allons parler donc de l'implication de ces résultats pour l'apprentissage des langues. Une phrase très connue de First est You shall know a word by the company it keeps. Donc, vous connaîtrez un mot par son entourage, par son environnement. Plus précisément, donc, le sens d'un mot sera défini toujours dans son contexte, toujours en tant que partie d'une unité plus grande. Tout d'abord, donc avant de rentrer dans les considérations théoriques et dans les considérations pour l'apprentissage et l'enseignement des langues, arrêtons-nous un instant, essayez de compléter les expressions suivantes et essayez de constater aussi comment vous avez procédé en les complétant. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Si vous souhaitez faire cet exercice, arrêtez la vidéo maintenant. Probablement, vous avez vu, excusez-moi, je reviens quand même sur cette page, qu'il y a effectivement toujours plusieurs choix, mais quand même toujours un nombre limité de choix, de mots qui pourront compléter ces phrases. Avec bon, j'imagine que bon appétit, bon après-midi, bon week-end, bon retour, etc. étaient peut-être les phrases que vous avez composées. Et bien évidemment, c'est un souhait, c'est un vœu. Le deuxième, je dois prendre une décision rapidement, prendre une décision, donc une colocation, un verbe et un nom qui vont ensemble. Bien évidemment, si je dis je dois faire une décision rapidement ou je dois apporter une décision rapidement, mes interlocuteurs pourraient le comprendre, mais la phrase automatique ou la phrase habituelle serait je dois prendre une décision rapidement. Auriez-vous une chambre? Ici, vous avez plus de possibilités de compléter cette phrase avec merci, merci de rien, merci avec plaisir, etc. Encore une fois, plusieurs possibilités qui sont tous liées par la pragmatique. Donc, tous ces mots, toutes ces expressions vont servir à réagir au mot merci, donc un remerciement. Vous voyez donc que partout, il y a plusieurs possibilités, mais comme nous avons déjà constaté, un choix toujours limité des mots qui peuvent compléter ces phrases. À ce point, il est nécessaire d'introduire un nouveau terme, notamment le terme unité multilexicale. Nouveau, je l'ai déjà utilisé dans les épisodes précédents, mais sans définition. Donc, nous allons maintenant procéder à une définition, notamment une définition par Adam Kilgarif. Chaque mot a une forte tendance à apparaître en compagnie de certains mots particuliers au lieu de former des associations de façon aléatoire, même si cette dernière possibilité serait envisageable du point de vue grammatical.
Je reprends quelque chose hein, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 1, notamment le fait qu'il y a des écoles linguistiques qui vont étudier des phrases possibles, des énoncés possibles et non des énoncés réels. Donc vous voyez ici, effectivement, nous pourrions imaginer, comme j'ai cité l'exemple de prendre une décision, amener une décision, apporter une décision, faire une décision, etc., etc. Ici, nous voyons que ce n'est pas aléatoire. Prendre une décision est la seule manière, ou pratiquement quasi, quasi la seule manière de compléter cette phrase. Même si grammaticalement, d'autres verbes pourraient aussi remplir cette fonction. Nous voyons aussi que l'attraction entre certaines unités linguistiques est bien plus forte. Encore une fois, prendre et décision va être utilisé beaucoup plus souvent ensemble que amener et décision, par exemple. Et il y a aussi quelque chose qui était très important pour les linguistes de corpus. Avant, on supposait que c'était secondaire, ce genre d'attraction entre des unités linguistiques, c'était quelque chose qui était, qui arrivait, enfin qui se produisait plutôt rarement. Aujourd'hui, donc, avec les outils, je vous rappelle, les outils comme le concordancier ou l'extracteur d'anagramme, l'extracteur de colocation, nous montre qu'il y a vraiment beaucoup de régularité, beaucoup de tendances identifiables, des patrons identifiables dans la langue véritablement parlée. Et cette attraction peut être mesurée de différentes manières. Donc, il y a des manières statistiques. Nous pourrions donc dire avec Salazar, les mots n'apparaissent pas en isolement, mais se combinent les uns avec les autres pour générer du sens. Vous voyez ici cet exemple de la girafe. On pourrait dire, bon, la girafe est visible ou vit dans la savane, dans les savanes. Vous n'allez pas rencontrer une girafe, par exemple, au pôle Nord. Elle vit dans la compagnie des zèbres, des buffles et d'autres animaux des savanes. Euh, Cela, si on veut comprendre ça de façon symbolique, cela voudrait dire que cette girafe, c'est un élément. Il a un contexte bien défini, donc des situations dans lesquelles il sera produit, mais aussi d'autres compagnons, donc d'autres mots, d'autres éléments linguistiques, langagiers, qui vont s'associer avec cet élément, avec l'élément choisi, pour produire donc du sens, donc, comme j'ai déjà dit, non ambigu, très clair, évident. Un résultat qui est pour nous extrêmement important et qui est vraiment quelque chose qu'il faut retenir pour l'utilisation du langage et pour l'apprentissage des langues et aussi pour l'enseignement des langues. Euh, O'Keeffe et Hall constatent que les corpus révèlent qu'une grande partie de notre production linguistique se compose d'unités multilexicales répétées plutôt que de simples mots. Également dans cet ouvrage par O'Keeffe et Hall, euh, O'Keeffe mentionne aussi un autre fait, notamment que les locuteurs qui sont lointains dans l'espace et dans le temps l'un de l'autre ont tendance à utiliser les mêmes unités multilexicales pour exprimer le même message ou un message similaire. Nous voyons qu'il ne s'agit pas juste d'un hasard, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus présent dans la langue, notamment cette présence forte des unités multilexicales. Nous pourrions aussi dire que les unités multilexicales sont ou forment le noyau du lexique. Comment ces noyaux, comment ces unités multilexicales se forment? Nous citons à nouveau John Sinclair, quelqu'un donc, qui est extrêmement important pour la linguistique de corpus. Sinclair, dans un ouvrage qui date de 2004, dit que les mots sont co-sélectionnés avec d'autres mots pour former des structures lexicales complexes. D'autres aspects grammaticaux et structuraux sont également sélectionnés ensemble.
Les indices suggèrent non seulement que les mots sont co-sélectionnés avec d'autres mots pour former des structures lexicales complexes, mais aussi qu'une structure lexicale, dans sa forme complète, ne réalise normalement qu'un seul sens. C'est le cotexte qui élimine toute ambiguïté. Donc, cotexte, l'environnement textuel de l'énoncé. Vous avez en anglais l'équivalent de point fort dans la langue française, strong point. Stubbs, dans un article de 2009, un article qui est assez important dans la linguistique de corpus, illustre que strong point est souvent précédé par un mot négatif, par une négation. Vous voyez strong point ici au milieu, donc, et précédé par not, wasn't, never, doesn't. Donc, toutes ces phrases, bien évidemment, ce n'est pas la seule utilisation de strong point, mais que majoritairement, dans les phrases qu'on cherche donc dans un corpus, dans un grand corpus de langue générale, nous allons trouver beaucoup de phrases avec donc une négation. Dans l'environnement de cette expression, nous trouvons d'autres éléments lexicaux et grammaticaux co-sélectionnés. Donc, vous voyez ici un exemple concret de la co-sélection. Je prends strong point et je co-sélectionne donc tous les éléments, notamment construction possessive précédée d'un article possessif, donc my, your, ou d'un possesseur comme labors, cases, etc. Le verbe être au présent ou au passé. Et l'expression strong point est généralement placée à la fin d'une proposition ou d'une phrase. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont co-sélectionnés et qui déterminent finalement le sens de la phrase et l'interprétabilité de la phrase, de l'énoncé entier. Dans une analyse un peu plus étendue, vous voyez qu'à peu près 700 occurrences dans le corpus de l'anglais de web jusqu'à 2018, la plupart des occurrences et des phrases négatives qui expriment une faiblesse par un euphémisme et des phrases affirmatives sont représentées par une proportion bien moins importante qui reflètent une réflexion sincère avec un enjeu, donc situation de la vie, de compétition, où effectivement il faut prendre la phrase au pied de la lettre. Le locuteur doit être conscient de ses points forts pour bien performer, par exemple à un concours, à une course à pied, etc. Et vous voyez que proportionnellement, il y a une distribution qui montre que les phrases négatives prédominent largement avec cette structure. Nous voyons aussi que la co-sélection joue un rôle dans le sens que l'absence du mot négatif va changer le contenu. Donc le contenu va être sémantiquement différent. Jusque-là, donc avec la négation, c'était quelque chose d'ironique, c'était quelque chose d'euphémisant, donc une phrase qui veut dire un peu le contraire, alors que les phrases affirmatives doivent se prendre au pied de la lettre et qui vont refléter vraiment quelque chose de sincère, donc un énoncé sincère, une situation où la personne a vraiment besoin de voir ses points forts pour pouvoir performer de façon acceptable. Si vous comparez ces résultats avec le corpus français, où vous retrouvez le mot point fort également. Si vous souhaitez comparer maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo et reprendre donc les explications plus tard. La question est, est-ce que vous trouvez des similitudes, des différences par rapport à l'anglais? Je continue. Vous voyez que ces phrases ne sont pas, pardon, ces expressions ne sont pas précédées par, pas forcément précédées par un mot négatif, ni par un article possessif. Donc, il n'y a rien qui indiquerait une relation possessive, un événement décliné autour de 4 points forts, le deuxième point fort du film à mon goût, etc. Donc, nous trouvons plusieurs exemples où il faut prendre un point fort, effectivement, comme point fort, comme
une qualité de quelque chose ou de quelqu'un. C'est l'environnement textuel plus large, donc qui va contribuer à préciser ce sens et à révéler des différences entre l'usage de l'expression dans les 2 langues. Donc ici, vous voyez que, en anglais, probablement, si vous mentionnez vos points forts, à part, ce contexte particulier où vous faites un résumé de vos qualités pour vous bien vous préparer, par exemple, à un concours, parler de son point fort, c'est quelque chose qui peut être peut-être même choquant ou qui peut heurter à certaines règles de politesse, notamment qu'on ne se fait pas de compliments nécessairement en anglais. Un autre exemple de co-sélection, également très intéressant, avec le verbe anglais cause, qui veut dire provoquer, générer quelque chose, hein, causer, tout simplement quelque chose. Vous voyez là un autre type de co-sélection, notamment, vous voyez que les mots qui sont associés, les noms qui sont associés à cause, comme sont COD, un complément d'objet direct, sont très, très souvent des mots avec, un message négatif. Donc on parle de problèmes, on parle de la mort, on parle des troubles, des problèmes, des endommagements, du cancer, des difficultés et cetera. Nous voyons donc que la co-sélection peut être aussi un grand champ sémantique, que nous retrouvons et qui est associé à ce mot, ici donc au verbe cause. Quelles sont les implications pour l'apprentissage et pour l'enseignement des langues de ces résultats? Eh bien évidemment, la maîtrise de l'usage idiomatique d'une langue repose donc dans une large mesure sur la connaissance d'un ensemble de radicaux de phrases. Prendre une décision, bon week-end par exemple, cause plus, plutôt des mots, avec un contenu négatif comme problème, mort ou trouble. Et ces radicaux de phrases sont donc lexicalisés. Il est très important de les connaître. Donc Sinclair note aussi qu'un utilisateur expert de langue a à sa disposition un grand nombre de phrases partiellement préconstruites qui constituent des choix uniques, même si elles peuvent sembler analysables en segments. En gros, je peux bien évidemment disséquer l'expression point fort ou prendre une décision, c'est tout à fait possible. Par contre, probablement, les natifs, quand ils construisent ces phrases, ne procèdent pas mot par mot, mais plutôt expression par expression, qui sont, c'est ce qu'on suppose aujourd'hui, donc mémorisées en tant que chunks, en tant qu'unité multilexicale, donc pas et non élément par élément qu'on va rassembler à chaque fois quand on produit un nouvel énoncé. À quoi, sert l'existence de ces, éléments? Ben, c'est assez pratique parce que les énoncés probables servent à assurer la fluidité donc d'une conversation, à établir des terrains d'entente entre les locuteurs, à soulager l'effort cognitif, à augmenter le caractère naturel du langage, hein, dit Davis-Klichewska. Comme Coué aussi constate, il est impossible de s'exprimer à un niveau acceptable pour les utilisateurs natifs, à l'écrit ou à l'oral, sans contrôler un spectre approprié d'unités multilexicales. Probablement, vous avez aussi déjà fait l'expérience d'essayer désespérément d'expliquer quelque chose à un natif et votre vocabulaire ou la manière dont vous formulez vos pensées n'est pas accessible, n'est pas compris par le locuteur expert. Nous avons aussi quelques leçons, bien évidemment, pour l'enseignement des langues. Nous voyons aussi qu'en tant qu'enseignants, nous avons aussi la responsabilité de nous concentrer sur la présentation des unités multilexicales plutôt que sur celle des mots isolés. Donc, liste de vocabulaire, bien évidemment, ces listes peuvent être très utiles. Par contre, ils ont quand même une utilité limitée. Si je veux parler de façon fluide, si je veux ressembler dans mon usage langagier à des natifs, il faut que j'aille un peu plus loin que cela et il faut que j'apprenne des unités donc multilexicales.
et dans l'identification de ces unités multilexicales. Je vous rappelle, les corpus et les outils d'analyse de corpus nous sont de grande aide. Les manuels aussi, bien évidemment, idéalement, ils présentent les unités multilexicales, ils font pratiquer ces unités multilexicales considérées pertinentes pour le niveau donné dans tout le matériel. Donc là, d'où l'intérêt aussi des listes de fréquences et de manière cyclique, c'est-à-dire que on n'assume pas que quelque chose qui a été pratiqué une fois est retenu pour toujours, mais on reprend et on élargit à chaque fois un peu plus notre vocabulaire, notre capacité, notre compétence communicative. Également important, l'observation des exemples réels, ce que nous avons fait maintenant avec Strong Point, Point Fort et Cause. Notamment, cette observation peut contribuer à trouver des patrons, identifier des patrons et aussi à établir cette chose bien mystérieuse qu'on appelle l'intuition linguistique et l'automatisation de la langue cible. Si nous souhaitons résumer cet épisode, le plus simple peut-être, le plus rapide, c'est de citer la phrase de Firth, notamment vous reconnaîtrez un mot par son entourage, you shall know a word by the company it keeps. Donc tous les mots, les mots n'existent pas en isolation, ils existent en s'associant à d'autres mots dans l'intérêt de produire des énoncés non ambigus. Notre production linguistique se compose d'unités multilexicales répétées dans lesquelles plusieurs éléments lexicaux et grammaticaux sont co-sélectionnés. Rappelez-vous donc de notre exemple de strong point, toujours accompagné aussi par un mot négatif ou par un article possessif. Et l'enseignement, bien évidemment, doit se concentrer sur la présentation d'unités multilexicales plutôt que sur celle des mots isolés, d'où encore une fois l'utilisation limitée ou les limites des listes de mots. Et il faut préférer les listes peut-être d'unités multilexicales et encore plus l'étude de phrases qui contiennent l'élément linguistique à étudier. Dans l'épisode suivant, on va continuer avec les résultats pertinents de l'analyse de corpus pour l'apprentissage des langues. Notamment, nous allons parler du fait que le lexique et la grammaire ne sont pas séparables dans notre usage langagier. Comme d'habitude, vous retrouvez ici aussi la littérature recommandée pour cet épisode. Et si ça vous a plu, je vous invite à continuer donc avec l'épisode 5 et avec la question de la relation entre lexique et grammaire.